Bonjour à tous et bienvenue sur ce quatrième épisode sur la préparation physique du cavalier. Aujourd'hui, je suis accompagnée de Camille et on va parler posture du cavalier. Camille, je te laisse te présenter. Eh ben, moi, je suis cavalière depuis que je suis toute petite. Je suis podologue depuis une dizaine d'années. Je bosse aussi en posturo, et je suis également formée en podologie du sport, hein. Et donc du coup, moi, c'est un sujet qui me passionne et qui me parle beaucoup, que ça soit via les patients au cabinet ou, via mon quotidien où du coup, c'est vraiment quelque chose qui accroche énormément. Donc voilà. Super, merci. Donc du coup, chez le cavalier, c'est vrai qu'à cheval, on est très à cheval, merci pour le jeu de mots, sur la posture du cavalier. Est-ce que tu peux nous dire exactement de quoi on parle quand on parle de posture? Alors en théorie, si tu veux la définition rigoureuse sensu strictu, la posture, c'est le processus actif d'élaboration et de maintien de la configuration des différents segments du corps dans l'espace. Elle exprime la manière dont l'organisme affronte les stimulations du monde extérieur et se prépare à y réagir. Du En coup, gros, en mots simples, voilà, qu'est-ce que ça veut dire? ça, c'est la version scientifique du truc. En gros, c'est la façon dont on peut tenir debout, de gérer la position de tes différents segments, donc de tes bras, de tes jambes, de ton tronc, de ta tête, par rapport, à la verticale, par rapport, à la gravité, par rapport à tout ça. Et ça va aussi définir la manière dont tu vas pouvoir te mettre en mouvement derrière. Par exemple, on sait quelqu'un qui a tendance à avoir le nez qui pique rien que quand il est debout sur ses 2 pieds, quand il va se mettre à marcher, je te laisse imaginer, c'est à peu près la même chose. OK, donc ça veut dire que tous les cavaliers ne devraient pas avoir la même posture ou est-ce qu'il y a vraiment une posture idéale? Alors, idéalement, le sujet est vaste. Il y a une posture qui est relativement idéale, du coup, qui va correspondre, du coup, au fait qu'on n'ait pas de bascule au niveau des épaules, pas de bascule au niveau du bassin, pas de rotation au niveau des épaules, pas de rotation au niveau du bassin. En théorie, pas les épaules trop en avant, pas le bassin trop en arrière, pas le bassin trop en avant, pas les épaules trop en arrière, et cetera, et cetera. Maintenant, en pratique, ça peut aussi être pondéré par rapport à ta préférence motrice. Donc voilà. Alors, c'est quoi la préférence motrice? Parce que moi, c'est quelque chose que je ne connaissais pas du tout d'ailleurs, on en a parlé la dernière fois quand on s'est eu au téléphone. Est-ce que tu pourrais nous expliquer un peu ce que c'est et en quoi ça consiste et est-ce qu'on peut la changer ou pas? Non, alors ta préférence motrice, déjà de base, on arrête tout, on ne peut pas la changer. Tu né «comme ça» entre guillemets et ça ne se changera, alors je vais pas dire jamais, ça peut évoluer, mais en théorie, ça ne change assez peu au cours de ta vie. On a tous une façon préférentielle de bouger, de se tenir, de faire les choses. Par exemple, certaines personnes vont te dire bonjour en mettant la paume un peu plus vers le haut, d'autres en mettant la paume un peu plus vers le bas. Ça fait partie de ta préférence motrice. Comme certaines personnes, lorsqu'elles vont marcher, elles vont avoir tendance à, enclencher les épaules avant les hanches et d'autres qui vont avoir tendance à enclencher les hanches avant les épaules. Genre, par exemple, les hanches avant les épaules, ça va être plutôt le militaire, bien terrien qui marche et les épaules devant les hanches, plutôt, la petite gazelle qui court, et qui fait son footing, toute légère. OK et du Je coup sais pas si tu vois l'image. les préférences motrices, est-ce que c'est aussi être droitier et gaucher par exemple ou ça a rien à voir? Rien à voir, ça c'est ta latéralité, ça n'a rien à voir avec ta préférence motrice. Par contre, on peut avoir une préférence. Par exemple, certaines personnes, si tu leur dis, je sais pas: «Tourne sur toi-même», naturellement, elles vont tourner dans le sens horaire et d'autres vont tourner dans le sens anti-horaire. OK, Mais, ça n'a rien à voir avec ta latéralité. parce que la latéralité du coup, c'est quelque chose qu'on peut modifier alors que la préférence motrice en soi, on aura quasiment la même toute notre vie? Ouais, alors la latéralité, on peut la modifier. Il y a quand même une préférence dans ta latéralité, mais ça fait pas partie de ta préférence motrice. Ça fait plutôt partie d'une préférence, pour l'écriture, tout ça et cetera, mais pas dans ta façon de bouger. OK, très bien et du coup, notre préférence motrice, qu'est-ce que ça nous apporte à cheval? Comment est-ce que ça nous dérange et comment est-ce que ça joue sur notre posture? Et ben alors à cheval, ça va surtout jouer dans le sens où quand on connaît sa préférence motrice, on va savoir comment on fonctionne de la façon la plus aisée, la plus facile pour nous. Donc une fois que tu le sais, tu peux, entre guillemets «optimiser tes performances» en sachant que par exemple pour quelqu'un qui a, je sais pas, facile d'enclencher les épaules avant les hanches, ça sert à rien de pousser avec ton bassin, ça va être beaucoup plus dur pour toi. OK. Heu et à l'inverse, quelqu'un qui pousse naturellement fort avec son bassin, ben, tu peux pas, lancer les épaules devant, ça va être un peu moins naturel pour toi. C'est juste ça.
OK, donc ce sont des petits détails et par exemple, si c'est quelqu'un qui a tendance à avoir les épaules un peu en avant parce que les épaules bougent avant le bassin, est-ce que à cheval, ça vaut le coup de le corriger en corrigeant, par exemple, l'assise de la selle ou est-ce qu'au contraire, il vaut mieux rester dans sa préférence motrice? Alors pour moi, il vaut mieux le corriger, légèrement, parce que c'est sûr quelqu'un qui pique complètement du nez, tu vas induire un déséquilibre chez ton cheval. Il y a ça aussi qui rentre en compte. Par contre, il faut pas non plus te forcer à mettre les épaules hyper en arrière. Sachant que par contre, souvent les gens qui ont cette préférence motrice d'avoir les épaules légèrement en avant, c'est des gens qui ont naturellement tendance à avoir un regard qui s'oriente vers le sol. Typiquement, les gens quand ils marchent, ils vont voir les cailloux, alors que ceux qui ont tendance à avoir, plutôt le bassin vers l'avant, ils vont plutôt voir le ciel, les nuages, les arbres, et pas les cailloux. OK, Voilà. donc on a Donc ceux qui sont vraiment qui ont les pieds sur terre et ceux qui ont la tête en l'air. exactement. Mais du coup, alors tu peux le corriger dans une certaine mesure. Après, je suis pas persuadée, moi, que regarder les oreilles de son cheval tout le temps, ce soit l'idéal. Mais du coup, on peut essayer de se corriger, de rester dans une demi-mesure dans certaines préférences motrices. Comme à l'inverse, quelqu'un qui a tendance à être, très droit, très le bassin en avant, je suis pas sûre qu'on puisse être tout le temps, tout le temps, tout le temps dans sa préférence motrice à fond la caisse. Je pense qu'il faut se modérer, savoir qu'on fonctionne, le mieux d'une certaine manière, mais du coup, pas non plus tomber dans l'excès complètement, parce qu'après, tu as induit des gros déséquilibres musculaires qui sont du coup pas forcément efficients à cheval. Maintenant, quand tu regardes des cavaliers de haut niveau, il y a des gens avec tous les types de préférences motrices dans toutes les disciplines. Donc, ils y arrivent. Ouais, ils y arrivent, mais est-ce que tu crois justement, parce qu'on parle de prépa du cavalier, est-ce que tu crois justement que c'est parce qu'ils font aussi du travail à côté, à pied, du travail de sport, de renfo et cetera? Ouais, quasi sûr, à 100. Après, au haut niveau de tête comme ça, je j'ai pas encore vu de cavalier qui faisait pas de prépa physique à côté. Surtout alors en CSO, certains, mais pas tous. Après par contre, je sais qu'en dressage, beaucoup, beaucoup font du renfo à côté, de la préparation physique, voilà. OK, donc ça nous emmène, très bien sur notre prochain sujet, du coup, la symétrie ou dissymétrie du cavalier. Comment est-ce que ça peut impacter notre cheval et comment est-ce qu'on peut l'améliorer? Ouh là 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 là! De plein de manières différentes. C'est-à-dire qu'il faut imaginer qu'un cavalier qui va, par exemple, rien que quand il se tient debout sur ses pieds, il a, je sais pas, l'épaule droite qui est beaucoup plus basse. Je te laisse imaginer comment ça va être compliqué de tourner à gauche de façon bien propre, quoi. Ouais, Ça va être, ouais, un peu compliqué. Comme à l'inverse, un cavalier, je sais pas, qui va avoir, dès qu'il est debout, tout le temps, tout le temps, tout le temps, le bassin qui penche d'un côté, ça induit des compensations musculaires qui font qu'une fois à cheval, on va pas avoir le même tonus des 2 côtés et du coup, on va augmenter ta dissymétrie au niveau du bassin. Donc à cheval, forcément, ça va jouer sur ton cheval. Il y a des études d'ailleurs qui ont été faites, c'était par Centaure Biomécanics, je crois, si je dis pas de bêtises, heu, où ils raccourcissaient l'étrier d'un côté. Alors c'était de façon, assez conséquente, mais en fait, en induisant cette dissymétrie sur le cavalier, ils arrivaient à avoir une asymétrie sur le cheval avec une boiterie légère associée. Donc forcément, un cavalier qui est dissymétrique, sans aller aussi loin que de raccourcir un étrier de 5 centimètres d'un côté, ça peut quand même jouer sur la locomotion de ton cheval. sachant qu'il y a quand même beaucoup de cavaliers qui montent avec des étriers qui ne sont pas à la même hauteur. Alors soit parce qu'ils ont une jambe plus courte que l'autre ou soit parce que vraiment eux se sentent droits quand les étriers sont banco. Je ne sais pas même pas comment on dit. Voilà, pas de la même longueur, on va dire. Voilà, Après c'est mieux. si tu as un cavalier qui a une jambe courte, c'est sûr que forcément, si ton étrier est un petit peu plus court d'un côté, ça va te permettre d'équilibrer ton tonus musculaire des 2 côtés. Hem, Après ça dépend de la différence de longueur entre tes 2 jambes, hein. S'il y a 2 millimètres d'écart, je suis pas sûre que ça vaille le coup de raccourcir l'étrier d'un côté. Maintenant quelqu'un qui a 1,5 cm ou 2 centimètres de différence de longueur, je pense que là, ça joue énormément, quoi. Il faut jouer sur la longueur de l'étrier. Maintenant les gens qui ont 2 jambes de la même longueur, alors c'est pas beaucoup de monde, hein, parce que ça concerne quand même les différences de longueur de jambes supérieures à 5 millimètres. Ça concerne 40 à 70 de la population selon les études. Donc OK. ça commence à taper un peu. Mmh. Heu, voilà, je pense qu'il vaut mieux essayer de gérer ça et gérer ces déséquilibres, via l'adaptation aussi du réglage des étriers. Si tu as une dissymétrie, s'il y a pas de dissymétrie dans la longueur des jambes, le fait de régler tes 2 étriers différemment, forcément, ça va pas te faire fonctionner de la même manière des 2 côtés, quoi. Ouais, tout à fait.
Et d'ailleurs, il y avait une étude qui a été publiée, qui est à retrouver sur le blog, où on sait que, par exemple, faire des exercices spécifiques de renfort sur les muscles posturaux, donc les abdos et tous nos muscles posturaux du dos et cetera, en faire 3 fois 20 minutes par semaine, ça permet d'améliorer la symétrie du cavalier et surtout la symétrie du cheval. Donc ça, c'est quand même non négligeable. Donc il faut vraiment penser que parfois on n'a pas besoin de monter nos chevaux autant que ce qu'on les monte, mais qu'on peut prendre un peu de temps pour nous aussi, pour être plus droit et permettre aux chevaux d'être plus droits. Si votre cheval a toujours un problème à main gauche, bah, il faut se dire que le problème il vient peut-être de vous et peut-être pas du cheval en fin de compte. Ah non, mais alors ça, c'est énorme parce que nous, des fois, ça nous arrive en cabinet de mettre, le cavalier, du coup, alors sur une plateforme de force sur laquelle on le met debout, on analyse les points de pression sous les pieds et cetera. Rien qu'en le voyant debout sur ses 2 pieds, tu es capable de dire comment se déplace son cheval. Et alors les gens, ils sont sur le cul. Moi, quand je leur dis: «Tiens, votre cheval, ça va vachement mieux à droite qu'à gauche». «Ah bon? Comment vous le savez?» «Bah, c'est pas votre cheval, Ouais, désolé». c'est dingue et pourtant ça, c'est vrai que dans la prépa du cavalier alors je pense que c'est quelque chose qu'on devrait apprendre dès qu'on commence, en fait, dès 6 ans quand on est en club. Bon 6 ans, c'est peut-être un peu jeune, mais en tout cas à l'adolescence, c'est là où on devrait vraiment prendre conscience de notre corps et comprendre à quel point notre corps vient modifier, la posture du cheval et son travail, actif et c'est vrai qu'on n'en pense pas, enfin on n'y pense pas assez et c'est pas quelque chose qui est dans notre éducation. Pour nous, le travail du cheval, c'est vraiment le travail, travail, travail à cheval mais on pense pas assez à prendre soin de nous, en fait. Ben non, parce que quand tu vois tout ce qui est fait pour le cheval, et ce qu'on fait pas côté cavalier, il y a quand même un fossé énorme, quoi. C'est Exactement et par exemple, là, on va parler, de ta spécialité, enfin d'une de tes spécialités. Les chevaux, très souvent, quand ça va pas, quand ils ont des pathologies ou quoi, qu'est-ce qu'on fait? On va leur mettre une ferrure orthopédique ou s'ils sont pieds nus, on va s'arranger avec le parage et cetera pour les mettre dans le confort et combien de cavaliers ont de semelles orthopédiques? eh bah, pas beaucoup, je te dis. Parce que argumentaire numéro un, te diront-ils quand tu les vois en cabinet, c'est que ça rentre pas dans les bottes. Voilà. Argumentaire que je ne trouve pas spécialement, entre guillemets, «valide», vu que, dans les bottes, OK, ça joue, mais ils sont quand même la majorité du temps pas dans leurs bottes et dans leurs chaussures de ville. Donc si tu arrives déjà à corriger le déséquilibre et la entre guillemets «la mauvaise information podale» que tu peux avoir tous les jours quand tu marches, quand tu es debout, déjà à cheval, ça ira mieux. Voilà, parce que donc le but, en fait, c'est pas juste de mettre des semelles et de les avoir à cheval. Le but, c'est d'avoir des semelles qu'on met tout le temps et qui va nous permettre de corriger des petits détails, des petits déséquilibres qu'on a. Ça peut être un mouvement du bassin, ça peut être un mouvement de l'épaule, des cervicales. Donc tous les jours, afin de pouvoir se remuscler d'une manière plus juste et symétrique. Et par la suite, ça va influencer du coup notre cheval quand on est assis. C'est bien ça. C'est exactement ça. Après, tu peux mettre des semelles à cheval dans tes bottes. Maintenant, l'impact, sachant que du coup, on utilise entre guillemets, alors ça dépend si tu fais des semelles mécaniques ou sensorielles. Si c'est que sur des semelles sensorielles, bon, à cheval, ça aura quand même un petit impact parce que des éléments vont être au contact de ta peau quand même, donc tu auras quand même un impact, pas 100 comme quand tu es, debout sur tes 2 pieds, mais tu auras quand même un impact léger. Par contre, une fois que tu es debout sur tes 2 pieds, c'est là où tu auras le plus d'impact. Donc c'est vraiment là où c'est le plus important d'avoir tes semelles à la limite. Ouais, ok. Et est-ce que tu penses que tout le monde devrait avoir des semelles ou alors pas forcément? Non, pas forcément. Moi, je suis plutôt partisane de dire: «On met des semelles si on n'en a pas besoin, s'il y a autre chose à faire, eh ben, il faut faire autre chose». Les semelles, c'est pas la, solution à tout. C'est dommage, hein, mais Ouais. voilà. Mais du coup, il faut savoir qu'il y a, plein d'éléments qui peuvent faire que tu as pas une posture qui est correcte ou fonctionnelle et cetera et c'est pas forcément, que les semelles qui peuvent corriger ça. OK et du coup, tu peux très bien avoir des semelles pendant quelques années, puis les enlever une fois que ta posture a été corrigée ou une fois que tu as des semelles, c'est mieux d'en avoir à vie? Eh ben, ça dépend des gens. Toujours pareil, il y a pas de réponse, ferme et définitive. Comme les chevaux avec les ferrures orthopédiques, c'est pareil, des fois tu les as un temps et puis des fois tu les as toute ta vie. Là, pour le coup, ça va dépendre de ce qu'on doit corriger, de ce qui fait déconner ta posture aussi. Parce que du coup, on a plusieurs «capteurs» entre guillemets qui permettent de gérer la posture. Donc selon les capteurs qui déconnent, les semelles, ça peut être ou pas une réponse et ça peut être aussi une réponse partielle sur un temps qui va te permettre de rééduquer, le corps et cetera et après en maintenant tes exercices adaptés et cetera, on peut enlever les semelles et les garder du coup que des fois 6 mois, voire 2-3 ans selon les gens, quoi. Et les semelles, par contre, c'est très important de les faire vérifier et surtout de les faire adapter d'une année sur l'autre parce que d'une année sur l'autre, elles peuvent, vraiment changer en fonction de comment notre corps a changé, c'est ça, hein? Et ben c'est ça, c'est exactement ça. Alors
Sachant qu'en général, quand tu vas chez un podologue, on reprévoit des contrôles régulièrement, surtout si on met des semelles asymétriques. Par contre, une fois qu'on te dit que c'est bon dans le sens où il faut quand même qu'on te revoie au bout de 12 à 18 mois quand même, parce que ta posture peut évoluer et du coup, les semelles peuvent être amenées à être modifiées, ou enlevées, et cetera. Donc on peut pas laisser dans la nature les gens avec des semelles, pendant 10 ans, entre Oui. guillemets, si ça peut être une posture qui peut être modifiée. Oui, c'est ça. Donc en fait, il faudrait qu'on se considère un peu comme si on avait des pieds de chevaux et de se dire: «Bah, alors pas toutes les 6 semaines, mais au moins tous les 6 mois, on va voir le maréchal et puis voilà». Ouais, voilà, c'est ça, tous les ans, quoi. C'est moins souvent que les chevaux quand même, c'est plus simple. C'est plus économique. Finalement, on coûte moins cher que les chevaux, voilà. Oui, voilà, c'est donc est-ce que ça, c'est un bon argumentaire? Je pense. C'est un argument commercial, mais pas en faveur du maréchal, pardon. Désolée. C'est ça. Et du coup, tu disais donc, les semelles, ça peut être une solution, mais il y a d'autres solutions. Donc, par exemple, ce serait quoi? Kiné, pratiquer du yoga, du pilates, des exercices, de la course, tu penses à quoi toi? Alors, il y a tout ça et puis il y a également d'autres choses dans la prise en charge posturale. Tu vas avoir, par exemple, quand je te parle de différents capteurs, tu peux avoir des gens qui vont avoir, par exemple, un souci, alors j'écarte les problèmes, par exemple, oreille interne, parce que je pense pas que tu arriverais à monter un cheval, avec un problème d'oreille interne qui te donne, du coup, des vertiges et la sensation d'être, totalement instable, soit sur un bateau qui bouge beaucoup en pleine tempête. Ça, je pense pas que tu puisses monter à cheval avec ce problème-là. Ça induit des problèmes posturaux, mais ça te permet pas de monter, on va dire. Par Ouais, contre, tu peux avoir des gens qui ont des problèmes, oculomoteurs. Par exemple, typiquement, un œil qui a tendance à converger moins que l'autre et qui, du coup, quand ils doivent regarder d'un côté, ils vont tourner plus vite la tête d'un côté que de l'autre. Forcément, ça va induire des asymétries musculaires au niveau du cou, au niveau du dos et donc ça, moi, je peux te faire les meilleures semelles du monde. Si on n'a pas corrigé cette problématique, via un orthoptiste ou via un ophtalmo, parfois c'est un problème de correction à mettre via les lunettes, via les lentilles, ben, en fait, on pourra rien faire, quoi. Il faut quand même corriger ça. Tu peux aussi avoir le souci des gens qui ont des défauts d'occlusion ou qui vont, bruxer. Tu vois, bruxer, c'est comme les chevaux qui grincent des dents, quoi, entre guillemets, ou serrer les dents toute la nuit. Bah, ces gens-là, si toute la nuit, ils serrent les dents à fond la caisse, en plus souvent, bah, pas de façon symétrique, quand ils vont se lever le matin, qu'ils vont avoir les cervicales toutes bloquées, ça finit par avoir un impact sur le dos, sur le bassin et cetera. Donc là, pareil, retour à la case départ. Il faut passer par la case, dentiste ou orthodontiste. Mais moi, en semelle, bah, je pourrais rien faire. Tu oui, as puis aussi la puis même du problématique coup excuse-moi, je te coupe, mais du coup, là, quand on revient au serrage de dents, il faut même passer par la case gestion du stress, du coup, parce qu'une fois qu'on élimine le stress, on élimine aussi ce problème de serrage de dents et cetera. Donc ça doit vraiment être une prise en charge globale. bah, c'est souvent une prise en charge globale, ouais. Après, du coup, enlever la problématique de stress en 2022, c'est pas toujours facile, tu peux pas toujours tu peux, mais en théorie. En pratique, c'est parfois plus compliqué et du coup, c'est souvent plus simple de mettre, tu sais, une petite gouttière sur les dents que tu vas mettre la nuit, qui t'évite déjà de t'abîmer les dents, parce qu'à force, on s'abîme les dents aussi, hein. Ça a un impact sur l'appareil locomoteur, mais aussi sur les dents en elles-mêmes et qui, du coup, va régler le problème, ça va régler le problème temporairement. Après, c'est pas ça ne règle pas le problème à la base, mais voilà. Ouais et je rebondis sur tu as dit quelque chose de très intéressant, je trouve qui est très important qu'on a tendance à négliger. Tu dis parfois on a des problèmes locomoteurs du coup qu'on peut corriger avec des lentilles ou des lunettes. Alors, moi je sais que j'ai des lunettes parce que je suis astigmate, donc je ne vois pas droit et mes lunettes par contre je les mets pas toujours à cheval et du coup ça doit forcément impacter la façon dont je monte à cheval. Et bah, alors ça peut jouer parce que nous, par exemple, quand on teste les patients sur, tu sais, sur la plateforme, on fait les tests dans certains cas avec lunettes, sans lunettes, yeux ouverts, yeux fermés et des fois, tu as des gens qui se retrouvent beaucoup plus stables, yeux fermés. Alors la solution, c'est pas de prendre un labrador et une canne blanche, hein, c'est quand même de retravailler sur l'œil, tu vois? Parce que Ouais. Ouais, ouais, mais voilà du coup, c'est vrai qu'il faut aussi y penser quand on monte à cheval que, bah, si vous avez l'habitude d'avoir des lunettes tout le temps, il faut peut-être les mettre aussi à cheval, et bah, ouais, c'est ça, ça je suis d'accord. Si tu as des lunettes qui jouent sur, ta posture, ou même si elles jouent pas forcément, l'idéal, c'est quand même de faire vérifier cet aspect-là. Mais à partir du moment où tu as des lunettes, avec une correction qui va jouer, il faut les porter à cheval, quoi. C'est important. OK. Ça, c'est très important parce qu'on n'y pense pas forcément et c'est vrai que je trouve Ah que non, il y c'est a quand plein de même pas cavaliers qui enlèvent négligeable. les lunettes avant de monter, mais si les lunettes, elles avaient un impact sur ta posture Ouais. parce Oui, qu'en oui, plus, c'est c'est rare, vrai. hein, d'avoir exactement la même correction aux 2 yeux, hein. Oui, ça, c'est Je sûr. Oui, oui, en voilà, général, on a toujours un œil qui fonctionne mieux que l'autre, ça, c'est sûr. Ouais. c'est ça, mais du coup, ça va jouer sur ta posture à cheval aussi. Mmh. Donc voilà.
Après, pareil, tu as quoi en prise en charge? Tu as ostéo. Si tu te retrouves, par exemple, avec une charnière qui verrouille d'un côté, bah, pareil, on peut faire des bonnes semelles, mais on réglera pas le problème de base. Tu peux avoir des problématiques aussi, tu sais, sur des cicatrices avec des adhérences qui vont jouer sur ta posture. Là, pareil, du coup, il faut que ça soit retravaillé en kiné, en massage et cetera. Typiquement, je vois, par exemple, on peut avoir le cas, on l'a eu nous sur certaines patientes, avec des cicatrices suite à des cancers du sein et des mastectomies, unilatérales. Ça a créé, du coup, des adhérences d'un côté, avec, du coup, une fermeture de l'épaule d'un côté. D'accord et oui, c'est vrai que Donc tu vois? puis si Bah, ouais. à partir du moment où l'épaule est fermée, on vient impacter tout le dos, les cervicales et du coup, le bassin suit obligatoirement. C'est ça et du coup, tu vois, ça, on peut pas forcément le travailler via des semelles. Il faut le travailler, bah, sur le massage, sur les adhérences, sur la souplesse de cette zone-là et cetera, mais pas forcément en semelle pour le coup. Mmh. Heu, donc voilà, tu peux avoir aussi mais alors là, ça va un peu plus loin, il faut chercher plus loin sur, la position, tu sais, de la langue. Par exemple, certaines personnes qui vont avoir tendance à avoir une mauvaise position de langue ou un souci de déglutition, ça va aussi jouer sur la posture. Donc ça, c'est à retravailler avec un kiné qui va travailler sur l'aspect lingual ou une orthophoniste. Mais oui, c'est des OK. choses qui se travaillent, ouais. Ouais, c'est des petits détails auxquels on pense pas forcément et auxquels on prend pas forcément le temps de penser et d'y remédier, alors qu'en fin de compte, ça peut vraiment changer notre manière de monter à cheval. Et pourtant, tu vois, moi, ce qui me fait sourire, c'est que chez le cavalier, on n'y pense pas, c'est normal, tout va bien, que par contre, chez ton cheval, on va faire passer un beat feeder parce que le fait de comprimer la langue, tu vas induire un cheval qui fonctionne moins bien dans son avant-main. Ouais, c'est vrai. Encore une fois, on fait tout pour eux et rien pour nous. Et quand tu fais le parallèle version cavalier, tu te dis: «Mais nous, on n'a rien fait pour nous, au final, on s'aide pas, quoi». Donc Ouais, voilà. ouais, c'est vrai. Ça, c'est très, très, très important et c'est le but du podcast justement de se rendre compte de tout ça, tout ce qui peut venir en fait modifier notre cheval qui est en fait, de notre faute, mais on passe beaucoup plus de temps à prendre soin d'eux que de nous, alors qu'il faudrait prendre un petit peu plus soin de nous. Et oui, c'est ça. Donc Et du coup, quand on parle de tout faire pour les chevaux, et de rien faire pour nous, on va parler de 2 autres études aussi qui ont été publiées, qui sont très intéressantes. On va parler un peu de proprioception et de notre sensation d'être droit à cheval ou pas d'ailleurs. Est-ce que tu veux nous en parler un peu, Camille? ouais, alors moi, il y a une étude qui m'a marquée. Ils ont pris toute une série de cavaliers qu'ils ont mis assis sur un objet statique, avec un capteur de pression et cetera et là, ils se sont rendus compte ils ont demandé aux cavaliers, déjà, de leur dire quand pour eux, ils sentaient qu'ils mettaient exactement le même poids, alors sur les ischions, en gros sur les 2 fesses, quand ils avaient vraiment l'impression d'avoir les 2 fesses bien équilibrées, le même poids à droite, à gauche. Les gens leur disaient: «Top, moi là, je me sens bien, je suis nickel» et bah non. En fait, ils avaient tous, quasiment tous, systématiquement plus de poids à gauche, alors qu'ils avaient cette sensation d'être parfaitement droits. Donc ça pose déjà problème, puisque si tu as l'impression d'être droit, tu ne l'es pas, ça fausse un peu l'info quand tu es à cheval, quoi. Exactement et en plus, ce qui est hyper intéressant dans cette étude, c'est que les cavaliers tenaient aussi des rênes pour mesurer la tension dans les rênes et que par contre, la tension des rênes était symétrique entre main droite et main gauche. Mais pour autant, si on a une même tension dans les rênes, mais que nous, on a le plus de poids du corps à gauche, bah, il faut bien se dire que le cheval, il va tourner moins bien d'un côté que l'autre, qu'il aura plus de facilité dans les mouvements latéraux d'un côté que de l'autre et que ça, c'est hyper important. Et que ce qui était rigolo, enfin rigolo ou pas, c'est que la plupart des cavaliers avaient toute cette sensation en étant plus appuyés à gauche. Et du coup, ça nous mène à une deuxième étude qui a été faite sur les cavaliers de dressage, qui disait que les cavaliers de dressage, plus ça faisait longtemps qu'ils montaient à cheval et plus ils avaient de douleurs au niveau du dos, mais surtout plus ils avaient de dissymétrie au niveau du bassin, avec un bassin plus haut à gauche et une musculature plus importante sur l'épaule gauche. Donc si on a le bassin plus haut à gauche, ça prouve bien qu'on met plus haut à droite, pardon. Est-ce que je me suis trompée tout le long? Est-ce que j'ai dit à gauche au lieu de dire droite? Trompé, tu as dit à gauche à chaque fois, c'est pas grave, il faut juste penser que tu as dit l'inverse de ce que tu pensais. C'est ça. Alors, je suis désolée de vous avoir perturbé, je vais reprendre. Tous les cavaliers de dressage avaient le bassin plus haut à droite et l'épaule droite plus musclée. Donc, si on a le bassin à droite qui est plus haut, ça provient qu'on met plus de poids à gauche.
Voilà, et que plus on montait à cheval depuis longtemps et plus on avait de douleurs du coup qui se répercutaient parce que forcément on a toute une compensation qui se met en place, donc de douleurs dans le dos, au niveau des cervicales, etc. Et ça va nous faire partir sur la proprioception, donc notre sensation à nous, comment on arrive à sentir nos membres, notre corps dans l'espace, et que là, on voit bien que les cavaliers n'arrivent pas à se sentir droits. Donc Camille, est-ce que tu peux nous dire en posturo comment on peut améliorer ça? Est-ce qu'on peut travailler sur notre proprioception, etc. Ouais, alors ça se travaille et en plus, ça se travaille vachement facilement. C'est juste des exercices à faire régulièrement. On a déjà alors côté proprioception podale, c'est tout ce qui va être exercice d'instabilité sur coussin d'équilibre, sur, Bosu, tu sais les espèces de comme les demi-balles qu'on aurait coupées en 2. Rien que là et c'est hyper flag, tu mets les cavaliers debout, tu as toujours une jambe qui est stable et une jambe qui a bu l'apéro, entre guillemets. Heu, et ça se retravaille, mais tellement facilement avec des petits exercices à faire au quotidien. Donc ça va concerner uniquement alors ta jambe, ton bassin, ton dos. Maintenant, il y a plein, plein, plein d'exercices qui peuvent t'amener à améliorer ta proprioception et tes muscles posturaux et faire du coup en sorte que tu te gères un peu mieux et aussi que tu aies moins de douleur. Parce que quand on se rend compte que plus les cavaliers montent depuis longtemps, plus il y a d'asymétrie et plus il y a de douleur, c'est assez cohérent parce que plus tu vas être asymétrique, plus tu as de compensation à gérer. Plus tu as de compensation à gérer, plus tu peux t'amener toi dans un système de décompensation qui du coup va provoquer des douleurs. Donc, d'où l'intérêt de bosser à côté, et de pas alors outre avoir un impact sur ton cheval, au moins le faire pour toi également, ça peut être utile. Mais, du coup, Oui, mais faire en général, quand on dit au cavalier que c'est pour lui qu'il le fait, il le fera pas. Alors que si on dit tu vas vraiment venir soulager ton cheval, en général, là, par contre, il y a quelque chose qui se déclenche et le cavalier réagit, il se dit bon, ok, je vais aller faire du sport, je vais aller chez le kiné. je pondère tes propos. Quand tu es vieux cavalier, que tu as plein de trucs cassés, que tu as mal partout, tu finis par faire des réglages, du yoga, genre, Michel Robert. Je pense que s'il arrive à plus de 70 piges à monter à cheval, vachement mieux que nous, c'est qu'il a un peu compris que, tout ça, le yoga, le renforcement musculaire en parallèle de monter à cheval, c'est super important, quoi. Eh bien, tout à Heu fait, parce que lui, il avait surtout il a des problèmes de hernie discale. Bon, il a eu pas mal de fractures aussi, de chutes, etc. Et c'est vraiment le yoga et les étirements qui l'a sauvé. Et du coup, j'aimerais bien qu'on parle un peu du yoga. Est-ce que tu peux nous expliquer ce qu'est le yoga? Alors, le yoga, je ne suis pas experte, hein, en yoga, je précise. Ça reste un sport, du coup, qui va favoriser tout ce qui est étirement et travail, au niveau plutôt «lent» entre guillemets, au niveau des muscles vraiment posturaux et profonds. Et donc, du coup, ça va t'aider à te symétriser, t'étirer, parce qu'il faut se mettre aussi à l'esprit qu'un muscle, pour être efficace, il faut qu'il soit détendu pour pouvoir se contracter. Un muscle qui est déjà verrouillé au départ, contracté, il ne peut pas se recontracter plus, il va être forcément moins efficient. Donc, plus tu vas travailler sur un étirement, du renforcement, de la proprioception, du gainage, tout ça, ça te permet, de l'avoir via le yoga, en fait. Tu as plein d'exercices. De maintenir une position statique, c'est finalement assez difficile pour le corps, dans le sens où tu es obligé d'utiliser à fond tes muscles posturaux et ta proprioception. Donc c'est vraiment, c'est top de ce côté-là, le yoga. Surtout que les muscles posturaux, ça nous permet quand même d'être beaucoup plus stable à cheval et donc d'avoir une monte plus légère également et d'être plus symétrique. Donc, ça peut que aider notre cheval. Bah, exactement, ça peut t'aider ton cheval, ça peut toi aussi t'aider parce que des fois quand tu as l'impression, par exemple, je sais pas, alors pour les gens qui dressent, de faire un mouvement moins bien d'un côté que de l'autre et ça peut t'énerver et voilà. Des fois tu te dis rien qu'en travaillant sur toi-même, tu peux l'améliorer. Pareil pour les gens qui sautent, bah, tu as toujours plus facile de faire une coupe d'un côté que de l'autre. Pourquoi? Parce que ton asymétrie, des fois, elle te permet pas de le faire de l'autre côté. Donc ça, en le retravaillant au quotidien et en jouant beaucoup sur, enfin beaucoup, allez ça va, on se détend 1 ou 2 fois par semaine, c'est pas non plus, «la fin du monde» entre guillemets, sur le yoga, la proprioception et tout ce qui est exercice de renforcement vraiment de ta musculature posturale. Ça va vraiment te permettre d'être d'autant plus efficient à cheval et d'être aussi bénéfique pour ton cheval, qui du coup va pas devoir supporter sur son dos quelqu'un d'hyper asymétrique et qui fonctionne mal. Exactement, et du coup, ça nous mène aussi à une étude qui a été publiée là en 2022 sur, la qualité des épaules en dedans, qu'en fait, elle était totalement liée à la souplesse du cavalier, pas du cheval justement. Il y a une juge de dressage qui notait des épaules en dedans réalisées par des cavaliers et les cavaliers étaient assis sur des capteurs au niveau de la selle et eux avaient une combinaison complète en fait de capteurs afin de pouvoir ressentir tous leurs mouvements, leur pression et exactement l'amplitude articulaire de chaque articulation.
Et il a été trouvé que les cavaliers qui avaient moins de rotation au niveau de la hanche externe, donc par exemple épaule en dedans à main gauche, si la hanche droite avait moins de rotation, la qualité de l'épaule en dedans était moins bonne qu'un cavalier qui était beaucoup plus souple et qui du coup avait une meilleure rotation de hanche. Alors ça paraît hyper logique quand on le dit, ça c'est sûr, mais du coup ça ramène vers le yoga qui va nous faire travailler nos muscles posturaux, mais aussi notre souplesse qui est hyper importante à cheval. Voilà, j'ai rien de plus à ajouter. C'est J'attendais une réponse, mais non, nous n'aurons rien. voilà, c'est totalement véridique. Après, de toute façon, on sait que pour être bon cavalier, il faut être souple, avoir une bonne proprioception, être capable de gérer ses déséquilibres hyper rapidement. Parce que, alors, outre le fait de et qu'il faut effectivement que tu finisses pas la tête dans le sable, on doit gérer plein de déséquilibres tout le temps à cheval. Rien que dans des transitions, dans des choses comme ça, dans des sauts, on est tout le temps vraiment en gestion de l'équilibre. Du coup, ça, c'est la proprioception et le fait d'avoir des muscles posturaux forts qui vont te permettre de mieux gérer. Plus tu seras efficient, plus tu es efficient, plus tu es aussi efficace pour ton cheval, plus c'est facile aussi pour lui, etc. etc. Ouais, ça c'est vrai. Et ça Voilà. nous emmène aussi sur un dernier point qu'on voulait aborder avec vous, c'est la selle. Parce que la selle, on l'adapte toujours au cheval, mais c'est quand même primordial de l'adapter au cavalier. Et ça, un bon saddle fitter, il va vous regarder à cheval et il va regarder votre position à vous. Et ils peuvent éventuellement modifier la selle en fonction de vos besoins. Alors ça, je te dirais même plus, c'est d'autant plus vrai. Les selles d'obstacles, tu peux encore un peu plus bouger dedans. Donc ça a un impact, mais je vais dire que peut-être un petit peu moins fort qu'une selle de dressage. Par contre, une selle de dressage, une selle qui ne va pas être adaptée, qui va vraiment... parce que ça, c'est pareil, on voit souvent des cavaliers qui montent dans des selles trop petites, c'est quand même hyper courant. Ça va forcément t'impacter au niveau de ta posture, de ta manière de fonctionner. Et il y a une étude d'ailleurs qui a été faite sur l'impact de la longueur du knee block, le bloc pour le genou, en fait, typiquement. Si ton genou était libre avec le bloc qui ne te permettait pas d'avoir un genou qui était complètement verrouillé et qui fonctionnait correctement, il n'y avait pas particulièrement de soucis au niveau du cheval. Par contre, les mêmes tests avec un bloc pour le genou qui du coup était long et qui venait devant ton genou te bloquer le genou, eh ben, on avait un impact, on avait une dégradation de la locomotion et du fonctionnement de ton cheval. Donc c'est là que tu te dis, ok, adapter la selle à pompon, je suis désolée, les chevaux s'appellent pompon dans mon monde, adapter la selle à pompon, c'est cool, mais il faut aussi que la selle, elle soit adaptée à toi, parce que si toi-même, tu n'es pas capable de fonctionner sur la selle, elle peut être adaptée, mais à la perfection au cheval, bah forcément, elle sera délétère. Ouais, tout à fait. Et quand tu parles des genoux aussi, donc là, on parle de la différence de longueur du knee block, donc le pad qu'il y a devant le genou. Mais il faut savoir aussi que sa texture, si c'est plus ou moins rigide, ça va complètement modifier votre équitation et votre stabilité à cheval. Ça, c'est une étude qui nous a été partagée à la conférence en juin, là, en 2022, qui n'est pas encore sortie, qui devrait sortir avant la fin de l'année, l'étude complète. Mais c'est vrai que c'est important. On pense souvent à la forme, la taille de la selle, mais il faut aussi penser à la rigidité de chaque partie de la selle, parce que d'un cavalier à l'autre, on n'aura pas forcément besoin de la même rigidité ou de la même souplesse de l'assise, du pommeau, etc. Et que tout ça va vraiment venir impacter notre position à cheval. C'est ça, tu as aussi alors l'équilibre de ta selle qui va impacter une selle qui n'est pas bien ajustée, donc d'où l'intérêt du saddle fitter, une fois de plus, etc., qui va parfois pencher un peu en avant ou pencher un peu en arrière, elle va jouer aussi sur ton déséquilibre à toi. On sait qu'une selle qui n'est pas forcément bien ajustée, elle peut te faire, entre guillemets, avancer un peu la patte, par exemple, et reculer le bassin. Et donc ça va jouer sur ta posture à toi et du coup aussi sur le cheval. Donc ça joue, mais d'une force énorme, quoi. Ouais, donc ça, c'est très important à prendre en compte parce que c'est pareil, du coup, si vous vous dites, bah, OK, après ce podcast, je suis motivée, je vais aller faire du yoga, de la renfo, je vais avoir un kiné, je vais avoir un podologue, ça va être trop génial, mais qu'à côté, par contre, votre selle, elle n'est pas adaptée, bah, malheureusement, vous n'aurez toujours pas une monte optimale. Et je pense que ça va nous emmener à notre dernier point, du coup. Camille, est-ce que tu peux nous dire si on est capable, nous, de savoir si on a une bonne ou une mauvaise posture? Alors, nous-mêmes, non, puisque je te dirais qu'en tant que cavalier, on a déjà du mal à savoir si on met le même poids sur les deux fesses. Donc, on commence à déjà avoir pas très, très bien dès le départ. Par contre, On part à -20, du coup. dès le départ, puisqu'on est persuadé qu'on est 300 lettres. Donc, partant de ce concept-là, c'est déjà un peu complexe. Non, par contre, alors, il y a
plein d'indications qui peuvent te dire que tu as une mauvaise posture. Alors déjà, par exemple, si, tu as des douleurs déjà qui sont relativement chroniques, alors qu'en théorie, tu as pas de gros problèmes de santé, souvent il y a quand même un problème postural derrière si le reste, «l'organique» entre guillemets, a été écarté. Après le fait tu peux également demander pour les gens qui montent, avec un coach ou quoi que ce soit, ça se voit parfois, enfin on a des cavaliers, nous on les voit en selle, enfin moi qui monte dans une écurie avec plein de cavaliers, tu les vois à cheval, tu te rends bien compte que tu as une épaule plus basse, que tu as le bassin qui est, alors translaté, légèrement décalé d'un côté, et tu le vois à cheval. Donc ça, par exemple, ton coach est capable de le voir, ça, c'est la base. Après, parfois, ça peut être vu par ton ostéopathe, par ton kiné, par un podologue, et s'il y a un doute, c'est comme les chevaux, s'il y a un doute, il y a pas de doute, il vaut mieux faire bilanter, donc par un professionnel qui va être formé, qui va être, alors pas forcément un podologue, mais ne serait-ce que parfois un kiné, un ostéopathe qui est formé sur la posture, qui va être capable de déceler s'il y a un souci et vers qui on renvoie, ce qu'on fait, comment on traite. Parce que finalement, c'est ça qui va être important, c'est pas de tout traiter, c'est de traiter ce qu'il faut traiter, quoi, entre guillemets. Ouais, et de faire les choses surtout dans le bon ordre. C'est-à-dire qu'avant d'aller voir un podologue, c'est peut-être bien d'aller voir l'ostéopathe, mais pas juste la veille, que le travail de l'ostéopathe ait déjà pu un peu s'équilibrer, et cetera. Et c'est important de faire les choses dans l'ordre et parfois d'aller revoir les professionnels plusieurs fois de suite pour vraiment traiter le problème de fond et pas juste le masquer. Ouais, c'est ça. Après l'idéal, mais c'est comme dans toute prise en charge, médicale, c'est qu'il faut avoir un point de vue holistique et prendre tout en compte. Tu peux pas prendre, juste, tu as le pied gauche qui part en couille, on va soigner le pied gauche. Non, il faut savoir pourquoi ton pied gauche part en couille, entre guillemets et qu'est-ce qui fait au-dessus aussi que ça fonctionne mal. Donc il faut vraiment cette prise en charge globale et ça, du coup, après n'importe quel thérapeute qui est correctement formé, il est à même de déceler, un problème postural. Alors après, bien sûr, dans les problèmes posturaux, j'écarte tout ce qui est gros problèmes. Partons du principe que quelqu'un qui s'est, fracturé totalement un pied et qui a le pied qui s'effondre complètement, forcément, ça va provoquer un problème postural, mais on ne pourra pas forcément toujours corriger puisque c'est lié à des grosses fractures, quelque chose qu'on qualifie, nous, d'organique. Ça va jouer sur ta posture, ça c'est sûr et certain, mais du coup, on ne peut pas forcément tout corriger. Mais en tout cas, on peut aider à mettre dans le confort et à ce que le corps puisse compenser sans forcément vraiment endommager d'autres structures, on va dire. Bah, surtout fonctionner le mieux possible parce que peu importe, ce qui t'arrive et cetera, le but, c'est de toujours garder un corps qui fonctionne le mieux possible. Oui. Et c'est là où on va vraiment arriver à soulager les douleurs, le fonctionnement, un vieillissement harmonieux aussi et cetera et cetera. Ouais, ça c'est bien aussi parce que si on peut monter à cheval, le plus jusqu'au plus tard possible, c'est quand même pas mal. Il longtemps qu'Élisabeth. Exactement. Bon, Exactement. Bon, est-ce que tu as quelque chose à rajouter ou pas, Camille? Moi, je trouve qu'on a déjà abordé pas mal de sujets. je trouve qu'on est pas trop mal quand même. Je réfléchis. Ouais, je pense Non, je qu'on est crois bien, hein. que La conclusion, ce après, serait, bah, cavalier ah non, vas-y, qu'est-ce que tu voulais dire? ouais, il y a un point que j'ai pas abordé, c'est, les mauvaises postures au quotidien, genre les gens qui au bureau passent sa vie à croiser les jambes et à se tenir de traviole, mais ça, je pense que tout le monde est au courant qu'il faut pas faire ça. Il faut pas faire ça et quand tu parles, je suis assise avec un pied sous mes fesses parce que je suis incapable d'être droite. Voilà. Ah bon? Voilà. Voilà, voilà. Mais bon, mais j'ai des semelles orthopédiques donc ça corrige, non? C'est déjà pas mal. Je sais pas, moi j'ai des patients chez qui je fais pas de semelle et je leur interdis de croiser les jambes et je leur fais acheter, tu sais, un gros ballon ou un siège pony et du coup, je fais pas de semelle tant qu'ils croisent plus les jambes. Eh ben, bon courage parce qu'alors moi, depuis 30 ans, je les croise. Je suis née les jambes croisées, je crois. Mais sans deck, quand tu es assise à un bureau, c'est rien à voir avec le podcast, aucune transition. Tu sais, les gros ballons là, Oui, les j'en ai Swiss aussi balls. les ballons de yoga, en fait. Enfin, c'est comme ça que ça Ouais, s'appelle les les Swiss yago ouais, ouais, j'en ai parce que balls. mes kinés m'en ont fait acheter mais oui, je sais, au moins tu Mais croises non. pas les jambes là-dessus, ouais. Alors, par contre, c'est dur de rester assis plusieurs heures sur un Swiss ball quand même. Oui. Après, tu as les tabourets pony, c'est des tabourets en forme de selle. Ah, je savais même pas. Et ben voilà, on va C'est vous faire acheter en plus, des tabourets pony et des gros ballons pour travailler votre posture, hors cheval et ça l'améliorera à cheval. avec le challenge, tu mets pas plus de poids sur la chaise gauche, voilà.
Voilà, alors ça va être dur, surtout si la proprioception n'est pas bonne du coup. Alors, blague à part, aucun rapport pareil avec le podcast, parce que c'est un sujet sur lequel je ne peux pas m'avancer puisque je n'ai pas de certitude. Mais on s'est fait la remarque avec une copine qui est cavalière et qui est ostéo que, alors les cavaliers mettent plus de poids à gauche, sauf qu'on monte toujours déjà à cheval du côté gauche. Donc C'est est-ce qu'on vrai. se crée pas aussi une asymétrie? Mmh. Premier point et deuxième point, dans les préférences motrices, les gens qui sont plus dans le sentiment, dans l'émotion, par exemple, qui vont raisonner en émotion plutôt qu'en raison. Par exemple, je sais pas, Pompon, il est malade, est-ce qu'on soigne Pompon ou est-ce qu'on pourra plus monter Pompon en concours, il vaut mieux l'euthanasier? Nous, la plupart des cavaliers, on va dire: «Bah non, on soigne Pompon», Bah tu vois? oui, ouais. Et bah, du coup, ces gens-là qui ont ce type de raisonnement dans leurs préférences motrices et cognitives, c'est des gens qui naturellement ont tendance à mettre un peu plus de poids à gauche. Ah ouais, c'est intéressant ça. Alors, Comme quoi le podcast, il pourrait durer des heures et des heures, on a plein de sujets à parler, hein. ouais, mais on peut pas faire un podcast de 3 heures. Je pense qu'après les gens vont arrêter entre-temps et ils écouteront plus. C'est Et du ça, coup, c'est on aura bien fait ça pour possible. eux. Voilà. C'est bien possible. Alors du coup, on va rester sur cette conclusion. Donc, travaillez vos émotions, travaillez vos muscles posturaux, faites des étirements, vérifiez votre selle et prenez du temps pour vous, pour faire des soins et prendre soin de vous et pas toujours de vos poneys parce que si vous allez bien, en règle générale, vos poneys iront mieux. Est-ce que c'est une bonne conclusion? Je te laisse, «concluer» entre guillemets. Bah, c'était ma conclusion, elle te plaît pas? Ah si, elle me plaît même. Bon, et bah, du coup, on va vous laisser là-dessus. On vous souhaite une, bonne journée et puis, bah, on espère que ce podcast vous a plu. À bientôt!